Alors aujourd'hui, on est toujours à Alba Iulia en Roumanie, dans la citadelle d'Alba Iulia, et on va parler de gérer son argent quand on est entrepreneur. Alors on va tout reprendre à zéro. On va parler d'investissement, de placement, de fonds de sécurité, on va parler de dépenses, on va parler de comment gérer son niveau de vie et l'augmentation de son niveau de vie avec l'augmentation de son chiffre d'affaires. Bref, on va tout remettre à plat. Et la première chose la plus importante quand on est entrepreneur, c'est de ne pas ajuster son niveau de vie, c'est-à-dire ses dépenses mensuelles, ses dépenses habituelles, etc., à ses revenus du moment trop rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une augmentation de chiffre d'affaires demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain, de ne pas tout de suite te mettre à ajuster ton niveau de dépenses. Parce que si tu fais ça, ton niveau de dépenses, il va faire du yo-yo. C'est-à-dire quand tu gagnes moins, tu vas pouvoir dépenser moins. Quand tu gagnes plus, tu vas pouvoir dépenser plus. L'idée, c'est de faire ces ajustements-là, parce que ces ajustements-là, ils vont forcément intervenir à un moment ou à un autre. Je veux dire, si tu gagnais rien du tout avant d'être entrepreneur ou lors de ta première année, tu étais quasiment à la rue, tu avais du mal à remplir ton frigo, d'un coup tu te retrouves avec des dizaines de milliers d'euros par mois, il est bien évident que tu vas vouloir modifier ton lifestyle, que tu vas vouloir modifier, upgrader ton niveau de vie. Le problème, c'est de le faire trop rapidement et de le faire de façon incessante. C'est-à-dire, si tu le fais dans la même semaine ou dans le même mois, si ça y est, tu viens de gagner plus, donc tu vas changer tes habitudes tout de suite pour dépenser plus ou avoir un mode de vie qui coûte plus cher, tu vas te retrouver après dans la difficulté dès que ça a baissé. Donc la première chose à faire, c'est de décider d'un intervalle auquel tu vas réajuster ou faire le bilan de ton mode de vie et prendre des décisions sur comment est-ce que tu pourrais l'améliorer. Et ça, moi, je te recommande de le faire tous les ans. C'est-à-dire, sur ton système d'organisation, tu peux te mettre un rappel une fois par an. D'ailleurs, ça peut être juste après le nouvel an. C'est une bonne idée de le faire là, parce qu'on prend un nouveau départ, on repart sur des nouvelles bases, etc. Où tu vas regarder ton chiffre d'affaires et ton bénéfice et finalement ce qui est arrivé sur ton compte personnel lors de l'année passée, et tu vas faire les ajustements nécessaires pour toute l'année à venir. C'est-à-dire, tu vas voir ce que tu vas ajuster. Est-ce que ça vaut le coup de déménager? Est-ce que ça vaut le coup de devenir digital nomade cette année? Est-ce que ça vaut le coup de je sais pas, ceci ou cela. Et ça, c'est une excellente idée de le faire si tu appliques aussi les principes que je vais te donner tout à l'heure, notamment le fait de te payer avec 1 an d'avance. Enfin, 1 an de retard, c'est-à-dire avec 1 an de délai. Donc, je vais t'expliquer ça en détail tout de suite. Juste avant, je voudrais te parler d'une présentation vidéo qui se trouve dans la description qui va t'aider à remplir ta mailing list à vitesse grand V. Il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui galèrent avec ça. Ça n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui d'obtenir des inscrits pour sa mailing list. Et si tu fais une activité de formateur, d'expert, de coach, bon, tu le sais comme moi, la mailing list, c'est le nerf de la guerre, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus important que tout le reste. C'est beaucoup plus important que tes vues sur YouTube. C'est beaucoup plus important mais vraiment la plupart des choses, même que tes ventes de cette semaine ou de ce mois-ci, parce que même si tu fais des super ventes ce mois-ci ou cette semaine-là, si ta mailing list elle se remplit pas, il y a un moment où tu en feras beaucoup moins. Donc sur le moyen terme et sur le long terme, c'est l'élément le plus crucial en fait. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs qui perdent plus d'inscrits à leur mailing list qu'ils en récupèrent. Parce que les gens aujourd'hui sont inscrits à des palanquets de mailing list, pas possible, c'est-à-dire à plein de mailing list, et donc du coup ils reçoivent trop d'emails, ils ont tendance à se désinscrire. Et le problème, c'est que vu que ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui de trouver des nouveaux inscrits, on a affaire à un phénomène de balance négative. C'est-à-dire que tu as plus de gens qui partent de ta mailing list que de gens qui rentrent. Et donc, le problème, c'est que tu vas droit vers le vidage intégral de ta mailing list, en fait. C'est comme si tu avais un compte bancaire et tu dépenses plus que l'argent qui rentre. Il y a plus d'argent qui sort que l'argent qui rentre. Là, il y a plus d'emails qui sortent que d'emails qui rentrent. Et bien évidemment, donc, au bout d'un moment, c'est la faillite, quoi. Donc, si tu veux éviter ça, il y a des méthodes vraiment nouvelles pour ça, qui peuvent te surprendre. C'est dans la description, c'est une présentation vidéo que tu peux recevoir en t'inscrivant tout de suite à ma mailing list. Et si tu es déjà inscrit à ma mailing list, tu mets ton email aussi et tu la reçois aussi. Donc ça, c'est dans le premier lien dans la description. Et je reviens donc à la gestion de son argent quand on est entrepreneur. Donc la deuxième idée, c'est que avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire avant d'investir, avant de faire des placements, avant de faire de l'épargne, avant de faire quoi que ce soit, tu vas payer tes dettes. Ça, c'est un grand principe que tous les experts en finances personnelles vont te donner. C'est toujours la même chose. C'est avant de commencer à investir, avant de commencer à placer de l'argent, et encore plus important que tout, avant de faire du trading ou de se lancer dans les choses comme ça, vraiment de payer ses dettes. Donc tes dettes, c'est pas forcément un emprunt immobilier. Si tu as un crédit immobilier, ça c'est une catégorie à part. Mais tout ce qui est crédit à la consommation, tout ce qui est paiement en plusieurs fois, tout ce qui est ce genre de choses, tu vas payer tes dettes. Donc payer tes dettes et passer tes services en annuel. Alors ça, c'est une petite parenthèse, mais sur ton entreprise, il y a probablement beaucoup de services dans ta société ou à titre personnel que tu utilises, ou comme des applications
applications qui sont à paiement mensuel et parfois tu économises énormément d'argent sur un an si tu passes en paiement annuel. Donc tous les services que tu es capable que tu décides d'utiliser ou que tu utilises déjà depuis plus d'un an et qui ont une option paiement annuel, ça tu gagneras plus en faisant ça qu'en plaçant ton argent. Parce que regarde, la plupart des services comme, je sais pas, Zapier par exemple, tu économises 30% rien qu'en payant en annuel. Quaderno, le système de facturation que j'utilise, tu économises 2 mois. ConvertKit, le système d'email que j'utilise, tu économises aussi 2 mois. Donc tu es presque à 20% de rentabilité si tu veux. De rentabilité garantie. Donc c'est pas des montants énormes, mais c'est la meilleure façon d'utiliser son argent, c'est de regarder tout ce que je paye en mensuel, est-ce que je pourrais pas le passer en annuel et quel pourcentage, en fait, c'est comme la rentabilité d'un placement. Voilà. Donc, on commence par ça, c'est la première étape. Ensuite, l'étape 2, c'est ton fonds de sécurité. Alors, ton fonds de sécurité, c'est quoi? Ton fonds de sécurité, c'est de l'argent qui n'est pas investi, mais qui est juste épargné. C'est-à-dire qu'au fil des mois, l'argent que tu n'utilises pas, les sommes qui dépassent, si tu veux, le niveau de vie que tu t'es fixé tous les ans, c'est-à-dire tous les ans, tu as décidé à peu près combien tu allais dépenser, enfin, tu as décidé ton mode de vie pour l'année, si tu veux, comme on en a parlé tout à l'heure. Bon, toutes les sommes qui dépassent de ça, tu vas commencer par déjà par payer tes dettes, ensuite par utiliser cet argent pour passer les services que tu utilises en annuel. Donc ça, c'est les deux premiers objectifs. Et troisième objectif, tu vas, une fois que ces deux choses-là seront faites, épargner pour ton fonds de sécurité. Donc ton fonds de sécurité ne doit pas être investi pour une raison très simple. C'est que si tu achètes par exemple des actions, ou si tu achètes des ETF, ou si tu achètes, enfin peu importe finalement, tu investis dans n'importe quoi, les produits financiers que tu vas acheter vont avoir des hauts et des bas. Bon. Par exemple, si tu avais investi sur le marché actions, juste avant la crise de 2008, le machin, à un moment, il a fait moins 50%, même plus que moins 50%. Bon, et ça a pris un certain bout de temps, si tu veux, pour revenir au montant où c'était, à la valeur que ça avait avant. Et le problème, c'est si tu as besoin d'argent pendant que c'est dans le rouge. C'est-à-dire, imagine, toi, tu as mis de l'argent de côté pour ta sécurité personnelle, au cas où tu as un problème perso, ou tu as un besoin, voilà. Il peut arriver plein de choses dans la vie. Par exemple, ton business qui est un peu au ralenti, tu as besoin de trouver des nouvelles idées, ou une catastrophe personnelle, ou une catastrophe ponctuelle dans ton business, chose qui arrive au cours d'une vie. Tu décides de piocher dans ton épargne. Le problème, c'est que ton épargne est investie. Et le problème, c'est qu'on est en pleine crise financière. Si on est en 2008, l'argent que tu vas sortir à 50% de la valeur qu'il aurait eu 2 mois avant, par exemple, si tu es dans le pic du truc, dans le pic négatif. Donc du coup, tu perds de l'argent en sortant de l'argent. En fait, c'est énorme la perte. Donc en fait, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre d'investir ton fonds de sécurité. Ton fonds de sécurité ne doit pas être investi. C'est-à-dire l'argent, la somme d'argent dont tu as besoin pour te sortir de la mouise, s'il y a un moment où tu as un gros problème, c'est-à-dire l'argent qui te sert à te sentir vraiment en sécurité parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as 1 an d'avance sur tes frais de vie, sur tes dépenses quotidiennes, ou bien tu as 6 mois d'avance, ou pour certains, tu as 2 ans d'avance. Bon, tu sais que cet argent-là, quoi qu'il arrive sur le marché, c'est-à-dire même s'il y a une crise financière ou autre, sa valeur ne change pas. Bon, alors ça veut dire que on va économiser. Moi, ce que je recommande pour les entrepreneurs, c'est 1 an d'avance, parce qu'1 an d'avance, ça donne une sécurité mentale, c'est-à-dire psychologiquement, ça te change. Psychologiquement, tu vas commencer à pouvoir prendre des décisions à long terme. Tu vas pas faire les mêmes choix qu'avant, tu vas beaucoup moins réfléchir à très court terme, tu vas beaucoup moins être dans l'urgence, tu vas être beaucoup plus relaxé, beaucoup moins anxieux. Donc, tu te fixes comme objectif d'économiser 1 an de frais de vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui dépense, je sais pas, si tes frais de vie, c'est 2 500 € par mois, ça fait 30 000 €, par exemple. Bon, si c'est 5 000 € par mois, ça fait 60 000 €, etc., etc. Bon, donc tu fais le calcul et tu vas placer cet argent, je sais pas, sur un livret d'épargne, selon le pays dans lequel tu es et l'option qui est la plus avantageuse pour toi, mais sur quelque chose qui fait pas des hauts et des bas, c'est-à-dire quelque chose qui a un petit taux, mais un taux qui est garanti, ou un taux qui est même pas forcément garanti, mais où il n'y a pas de risque en fait. C'est-à-dire en cas de crise financière, le truc il va pas faire du yo-yo quoi. Bon, et ça, une fois que c'est fait, et seulement une fois que c'est fait, tu vas commencer à investir. Parce que si tu commences à investir avant d'avoir ton fonds de sécurité, le problème qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a un jour où tu auras besoin d'argent, où tu seras vraiment dans la merde parce que tu as un problème personnel ou un problème dans ton activité ou peu importe quel problème qui coûte beaucoup d'argent, et tu vas devoir vider tes investissements, ou tu vas devoir faire un trou dans tes investissements au pire moment. Au moment où il fallait surtout pas vendre, c'est-à-dire au moment où c'était le plus bas. Et sur le long terme, ça a des effets qui sont dévastateurs. C'est-à-dire tu perds des sommes qui sont phénoménales comme ça. Donc toujours commencer par ton fonds de sécurité, et après, dans un deuxième temps, tu vas investir.
Alors, l'investissement, c'est quelque chose qui est très personnel, dans le sens où c'est toujours basé sur une philosophie, sur une approche différente, selon, donc c'est comme, je sais pas, la religion ou les opinions politiques, hein. Tu parles avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ils vont chacun avoir leur approche de la chose. Moi, je suis plus pour les investissements qui ne demandent pas de réfléchir. C'est-à-dire, on choisit un système, et ce système-là, on n'y touche plus après. C'est-à-dire qu'on n'a pas des micro-décisions à prendre tout le temps. Donc un système basé sur des ETF monde ou sur des portfolios passifs, c'est-à-dire diversifiés, mais sur lesquels tu as juste à rebalancer tous les ans et tu n'as pas à faire du trading actif en fait. Donc ça, c'est chacun son truc. Il y en a qui vont investir dans l'immobilier, il y en a qui vont investir dans ceci, dans cela. Chacun son truc. Là, ce qui est important pour ces investissements, plus que de choisir dans quoi on investit, c'est de ne pas changer d'avis tout le temps. Et pour ne pas changer d'avis tout le temps, il faut que ta stratégie d'investissement soit basée sur une philosophie ou sur une grande idée en laquelle tu crois vraiment. Parce que si tu investis juste par opportunité, en te disant « Waouh, ça a l'air sympa, on peut gagner plein de fric avec ça », et bah demain ça va changer, après-demain ça va changer, et tu vas toujours te remettre en cause, tu vas douter de tes investissements. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est la raison pour laquelle une stratégie d'investissement, elle doit dans tous les cas être basée sur une philosophie. Elle doit être basée sur une approche de l'investissement qui fait sens pour toi de façon profonde. Donc par exemple pour moi, c'est ce que je t'ai expliqué là, vraiment pour moi c'est une philosophie qui est liée à la simplicité, qui est liée à toutes sortes de valeurs finalement qui sont importantes pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ça va être des valeurs différentes. Bon, mais ce qui est important, c'est que ça soit aligné avec tes valeurs, parce que c'est ça qui va te permettre de continuer et de ne pas remettre en cause ta stratégie pendant les moments difficiles. C'est-à-dire quand ça va être dans le rouge, c'est-à-dire quand ça peut traîner, même parfois être dans le rouge pendant plusieurs années, ou tu vois, pour ne pas avoir de doute quand il se passe un cataclysme ou une période difficile sur le marché. Donc, base toujours ta stratégie d'investissement et prends le temps d'ailleurs de trouver une philosophie d'investissement qui soit cohérente avec tes valeurs, avec la façon dont tu penses, avec ta personnalité, plutôt que de copier la stratégie d'investissement de machin, de Jean-Pierre ou de Jean-Michel, parce que il a l'air de gagner plein d'argent. C'est pas comme ça que ça marche, parce que oui, il gagne plein d'argent maintenant, mais si toi tu fais la même chose et que tu te mets à douter quand ça commence à être dans le rouge, tu vas faire n'importe quoi, tu vas passer d'une stratégie à l'autre, et au final, ça va ressembler à rien et tu vas perdre tout ton argent ou tu vas en perdre une grosse partie. Donc trouve une philosophie et tu as le temps pour le faire. Parce que si tu commences aujourd'hui, t'as pas encore trop investi ni épargné aujourd'hui, t'as tout ton temps. Commence par payer tes dettes. Ensuite, fais passer tous tes abonnements à tes services et tout en annuel. Bon, déjà, ça peut te demander un peu de temps. Bon, et une fois que c'est fait, tu commences à alimenter un fonds de sécurité. Voilà, pour avoir 1 an d'avance. Bon, c'est pareil, ça va te demander du temps. Bon, pendant ce temps, tu lis des livres, tu te renseignes, tu regardes des vidéos, tu parles avec des gens pour trouver une philosophie d'investissement qui fasse sens pour toi de façon profonde. Qui soit vraiment connectée avec ta personnalité, avec tes valeurs, avec ce en quoi tu crois. Et une fois que ça s'est fait, tu auras ta philosophie d'investissement, tu auras une base solide pour, une fois que tu auras rempli ton fonds de sécurité, pour passer à la phase d'investissement. Et après, tu peux te fixer des objectifs en termes de retraite anticipée. Bon, ça c'est un autre sujet, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus. Pour dire les choses simplement, il y a 2 façons de prendre sa retraite, de façon anticipée. On peut faire l'une ou l'autre, ou bien les deux en même temps. Quand on est créateur de contenu, on a la chance de pouvoir utiliser son contenu aussi pour prendre sa retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu crées des formations, tu as la possibilité de créer des formations qui sont intemporelles. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je crée une formation, je note toujours dans un fichier ce qui va devenir obsolète un jour. Donc, par exemple, si j'ai parlé de tel service, tel truc, tel machin, donc je sais ce qui va devenir obsolète, je peux soit remplacer les parties, soit j'ai aussi des formations qui sont complètement intemporelles, qui sont des formations davantage sur des grands principes ou des choses comme ça, que je pourrais ressortir pendant toute ma vie. Et donc, du coup, tu peux continuer à faire tourner une partie de ton business ou ton business un peu au ralenti pendant peut-être 10 ans, 20 ans. Il y a plein de gens qui sont morts aujourd'hui et dont la famille utilise le contenu pour gagner de l'argent. Enfin, je regarde des gens comme Napoléon Hill, par exemple, qui est mort il y a extrêmement longtemps, où il y a plein d'auteurs qui sont morts et ils continuent à vendre des bouquins. Voilà. Donc, tu peux très bien être à la retraite et une partie de ton business continue à tourner. Donc, il y a cette partie-là. Et l'autre partie, c'est bien évidemment d'utiliser les fonds que tu as investis pour en tirer des revenus, quoi. Et donc là-dessus, il y a plein de stratégies, tout ce qui est autour de la retraite anticipée. Donc ça, c'est relativement complexe, ça mériterait une autre vidéo. Mais bon, tu pourras te fixer des objectifs comme ça.
Alors je te propose pour terminer de me rejoindre dans la description pour découvrir la présentation vidéo que j'ai enregistrée sur le remplissage de mailing list. Parce que remplir sa mailing list, c'est devenu une galère pas possible, comme je te le disais tout à l'heure. Il y a des méthodes que très peu de créateurs connaissent et qui donnent des résultats spectaculaires. Ces méthodes-là, je te les montre, j'en parle dans la présentation vidéo qui est dans la description. Donc rate surtout pas ça. C'est important de parler de ce sujet-là parce qu'il y a des gens qui ne voient que les vues. Donc du coup, ils mettent des années à essayer de faire des vidéos qui font un nombre de vues phénoménal. Et ils ont gâché finalement des années parce qu'ils se rendent compte que même avec un nombre de vues phénoménal, ils n'ont pas forcément plus d'inscrits à leur mailing list. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir une vidéo qui commence à monter, tu vois. C'est-à-dire qu'une vidéo que tu as fait il y a un an et puis YouTube commence à la mettre en avant, tu commences à avoir beaucoup de vues sur cette vidéo. Sauf que tu le remarques pas. Si tu regardes juste les statistiques de ta mailing list, tu le remarques pas parce que personne s'inscrit en fait. Et quand une vidéo devient un peu virale comme ça, en général, ça sert à rien pour les inscriptions sur ta mailing list. Ça a aucun effet donc sur tes ventes derrière et tout. Par contre, il y a des principes et il y a des méthodes qui marchent pour ça. C'est-à-dire même avec très peu de vues sur tes vidéos, tu peux obtenir énormément d'inscrits et même plus d'inscrits que des gens qui font énormément de vues sur leurs vidéos. Ça veut dire que tu peux avoir un business équivalent à des grands noms de ta thématique, des gens qui font beaucoup de vues avec leurs vidéos, même si toi, tu as une audience qui est un peu confidentielle comme ça, enfin vraiment restreinte. Donc si c'est quelque chose qui te parle et qui est important pour toi, ne rate surtout pas ça, c'est dans la description, remplir sa mailing list en 30 jours. Et moi j'ai fini mon week-end, j'enregistre comme ça le week-end, donc j'ai fini ma journée, parce que j'enregistre tout sur une journée, là les vidéos de la semaine. Demain il n'y a pas de vidéo parce que c'est dimanche, et je te retrouve lundi pour des nouvelles aventures en vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi si tu ne veux pas rater ça. Et merci à toi d'avoir fait cette balade et puis toutes ces balades avec moi.